Je voudrais non pas faire un petit rappel historique, mais tout à l'heure Stéphane vous a dit que c'était le 10e anniversaire du premier bistrot pédagogique. Et ce premier bistrot pédagogique, comme il l'a dit, nous l'avions fait devant, alors on n'était pas 30, mais on était une petite quinzaine, dans les caves d'un rad, si j'ose dire, de 500 mètres d'ici, où peut-être Juliette Gréco avait chanté, ou Boris Vian avait joué de la trompette. Enfin, en tout cas, c'était un moment assez fondateur. Et je me souviens être venu en tant qu'inspecteur général et doyen du groupe, puisque c'était en 2010, à l'invitation de Francis Bahut, de Raffi Nakasse et de Stéphane, et peut-être d'autres que j'oublie. Mais en tout cas, je tiens quand même à féliciter les membres de l'AEPS, et particulièrement notre président bien-aimé, Stéphane, pour le fait que depuis 10 ans, ce sont certainement des centaines, voire des milliers de collègues ou futurs collègues qui sont venus écouter l'un ou l'autre des 44 ou 45 bistrots pédagogiques. En tout cas, Stéphane, j'apprécie beaucoup d'avoir été invité, bien évidemment, mais j'apprécie encore plus que tu aies pu créer, grâce à ces bistrots pédagogiques, un lieu d'échange pluraliste, où on ne demande pas à penser comme tout le monde, un lieu d'échange sur l'éducation physique et sportive, qui en a bien besoin, je pense, qui en a toujours eu besoin, mais d'après ce que je sais, même si je suis retiré des affaires, j'ai l'impression qu'elle en a encore plus besoin actuellement. En tout cas, écoute, bravo pour cette longue épopée. Alors je ne sais pas si je peux dire dans 10 ans, rendez-vous dans 10 ans, peut-être pas, mais en tout cas, bravo, bravo, bravo. La deuxième chose que je voulais dire, bravo aussi pour drainer ce type de public. Il y a visiblement des gens ici qui font augmenter la moyenne d'âge, et je suis le premier, évidemment, à faire augmenter la moyenne d'âge, mais il y a aussi beaucoup de jeunes collègues, certainement des agrégatifs, et éventuellement des capésiens qui sont là, et c'est très intéressant de voir cette mixité, non pas des genres ou des sexes, mais cette mixité du public quant à sa position dans la discipline EPS. D'ailleurs, je me félicite de voir 4 inspecteurs, et pas d'inspectrices, et je me félicite de voir Véronique Éloi-Roux, que j'ai bien connue quand elle était toute petite, venir en tant que doyenne, et dans une, comment dirais-je, dans une intervention, dans une manifestation de ce type-là. Encore bravo Stéphane. L'autre réflexion que je voudrais dire, c'est que la mixité, on en parle depuis un certain temps, ou l'éducation physique des filles, ou la différence entre les gens. Bon. Tu l'as dit tout à l'heure, enfin Loïc plus exactement l'a dit tout à l'heure, on commence à en parler, disons, depuis les années 70. Même si de mon point de vue, un des marqueurs qui a, et tu en as parlé aussi Loïc, un des marqueurs du départ de la réflexion sur l'éducation physique des filles et, j'allais dire, de la mixité, c'est le fameux article de Claude Magnien dans la revue EPS, que je vous invite à relire. C'était en 1950, 52, c'était le numéro 10, où il posait des questions véritablement qu'on doit encore se poser aujourd'hui. Donc je vous invite à relire la revue EPS, voire à vous y abonner. J'en parle, Pierre-Philippe est là, et je pense qu'il acquiesce. La mixité, donc, si vous voulez, c'est quelque chose de passionnant. À un moment donné, la mixité, lorsqu'on disait mixité au sein de l'éducation nationale, ça allait de soi, on ne la complémentait pas, on ne la qualifiait pas. La mixité, c'était les gars et les filles. Alors que regardez maintenant comment on utilise la mixité dans la sphère de l'éducation nationale. La mixité sociale l'emporte à la limite sur le problème de la mixité des genres ou des sexes. Hein. Donc c'est quelque chose de très intéressant, c'est à mon avis un très bon analysateur des évolutions du système éducatif. Mais c'est aussi un très bon analysateur, et si j'étais président d'un concours, comme je le fus à une époque,
je poserai bien la question du rapport des garçons et des filles comme analysateur de l'évolution de l'éducation physique et sportive. C'est pas le seul, évidemment. Alors, analysateur ou analyseur, je ne sais pas. Je parle sous ton contrôle, Loïc. Analyseur. Et je pense que ce que vous avez vu, les différents points de vue, on voit bien que cette mixité, selon d'où elle est vue, c'est vraiment quelque chose qui analyse une situation du présent, mais aussi une évolution du passé, et quelque part aussi en se disant, mais qu'est-ce que le PS pourrait devenir à travers ce filtre? J'appelle ça un filtre. Ouais. Stéphane m'avait demandé de faire une synthèse. Donc vous voyez bien que c'est impossible. D'autant plus impossible que, comment dirais-je, le casting que nous avons fait avec Stéphane, il était volontairement hétérogène, au sens des grades et des lieux d'activité. On partait un peu du principe que souvent on dit en psychologie ou en sociologie, c'est vraiment le point de vue qui forme l'objet, qui construit l'objet. Je crois que c'est Saussure qui disait ça, et je crois que ça a été repris par Bachelard, plus tard, en disant que c'est vraiment le point de vue du chercheur, l'enseignant-chercheur, de l'inspecteur, évaluateur, si tu veux, des gens de terrain, formateurs par ailleurs, qui fait le point de vue. Et en ce sens-là, une synthèse des débats, ça serait vraiment faire un exercice de claquette que je ne sens pas du tout. Alors, la solution serait de vous donner tout de suite la parole pour questionner nos amis. Mais je vais me permettre de leur poser une question, 2 questions au moins, de la façon suivante. Et ils y répondront chacun de leur point de vue ou de leur situation. La première question, c'est quand on constate que l'éducation physique et sportive fait référence à un certain nombre de champs de la vraie vie. J'en cite quelques-uns, le sport, les arts corporels, le bien-être, le loisir, la compétition, ainsi de suite. Quand on constate qu'un des secteurs prépondérants quand même d'influence de l'éducation physique et sportive, c'est le champ sportif. Ma question que je leur pose, c'est de dire, est-ce que la prépondérance de ce champ sportif est un obstacle, une facilité ou quelque chose de neutre par rapport aux problèmes plus ou moins résolus de mixité que l'on a au quotidien. En gros, est-ce que notre option, alors là je vais tomber dans la dichotomie, je sais c'est trop facile, quand je trouvais ça dans les copies d'agrég, je me disais quand même il pourrait repasser, est-ce que le fait que nous soyons quand même sur un pôle majoritairement en action, en support et en évaluation culturaliste, plutôt que sur un pôle développementaliste, je renvoie à tout ce qui a été dit, est-ce que je repose ma question, et à vous aussi évidemment, mais d'abord à eux, est-ce que c'est un obstacle, est-ce que c'est quelque chose de neutre, ou est-ce que c'est quelque chose qui facilite les résolutions de problèmes liés au fait que tous les jours, dans votre activité quotidienne, vous avez des garçons et vous avez des filles? Alors, le premier élément qui me vient à l'esprit pour répondre à cette question, c'est celui de l'héritage. Et la question de l'héritage ne peut pas être niée et doit être prise en compte pour toute décision avec toutes ces complexités, ces ambivalences. Et en l'occurrence, si on regarde l'histoire récente, la question du paradoxe, mais du paradoxe au sens d'antagonisme, des choses qui peuvent s'opposer ou des choses qui peuvent, en s'alliant, être source de créativité. Donc ce sera le premier axe de réponse, dépasser les antagonismes pour faire du paradoxe la possibilité de créer. Après, au-delà de l'héritage, j'ai envie de dire que quel que soit le champ, c'est pas la question de savoir si le choix de tel ou tel champ favorise ou non la réussite des uns et des unes. Alors on sait par ailleurs que la référence sportive est fortement imprégnée d'un héritage masculin. Mais la question c'est de comment faire pour faire réussir l'ensemble des élèves, quel que soit le champ.
Ce qui peut, et ce sera le dernier axe de réponse, que je ne vais pas accaparer le temps, et je vais pointer des dérives, c'est est-ce que, en posant la question des courants, en l'occurrence culturalistes, développementalistes, est-ce que l'une des réponses serait de dire, alors moi ça m'évoque les programmations, parce que ça a été, on en a beaucoup discuté, ce sera la deuxième question, moi, je ne vais pas trop répondre, mais pour moi il est important, quel que soit le champ, quel que soit l'héritage, de considérer de ne pas faire, en fait, de dépasser la cadre des stéréotypes, puisque quand on entend les élèves, filles ou garçons, ont des besoins différenciés parce qu'ils sont filles ou parce qu'ils sont garçons, moi je ne suis pas non plus de ceux qui pensent, pour avoir travaillé avec Cécile Autogali sur les représentations des élèves des profs de PS, il y avait une interaction, c'est des élèves de terminale, et ça m'avait complètement interpellé sur le fait que c'était en l'occurrence une fille qui disait que l'important c'est pas de savoir si mon prof de PS est un homme ou une femme, l'important c'est qu'il soit un bon prof ou une bonne prof. Et ça pose la question de la compétence professionnelle, par-delà la question sexuée. Ce qui floute le débat, c'est la prééminence sexuée, par-dessus la compétence professionnelle. Alors, j'ose espérer que même si on a des équipes féminines dans des établissements, ou si l'on a des équipes masculines dans des établissements, l'enseignement de l'EPS ne sera pas si différent que cela, de par la question des formations, de la professionnalisation. Sinon, et je terminerai là-dessus, ça me fait revenir sur, j'ai travaillé sur le passage de la séparation à la mixité des concours de recrutement dans les années 80 et le premier concours mixte c'est 89, c'est plutôt très récent. Tous les autres concours de l'enseignement étaient devenus mixtes auparavant. Mais ce qui était ressorti, j'avais travaillé sur les débats syndicaux, en l'occurrence entre le SNEP et le SGEN, alors un autre clivage, mais ce qui ressortait, c'était justement la question de la complémentarité. Est-ce qu'il faut avoir des équipes pédagogiques mixtes? Parce que si je suis un homme, je vais enseigner de telle manière, ou si je suis une femme, je vais enseigner de telle manière. Et est-ce qu'il faut plutôt valoriser la compétence et en rentrant par d'autres axes. Donc quel que soit, il y a une entrée différente, mais l'enjeu reste la réussite de tous et de toutes. Moi, ma réponse, elle est entre les deux objets que tu cites, Michel. Tu parles culturaliste, développementaliste. Évidemment, c'est toujours dans un juste milieu qui, à mon avis, il faut travailler. Après, la question qui est souvent posée, c'est celle du statut, finalement, qu'on donne aussi à l'APSA. C'est-à-dire qu'on soit sur des activités physiques, sportives, artistiques et d'entretien. C'est peut-être à un moment donné la distinction entre moyens et support. C'est-à-dire qu'on a quand même une partie de la profession qui continue à penser qu'en gros c'est un moyen, alors que pour moi ce n'est qu'un support, et que justement les moyens, grâce à ce support, de s'enrichir, de développer des registres de compétences, c'est grâce à tout ce qu'on a évoqué depuis tout à l'heure, c'est-à-dire les formes de pratique, la différenciation. Donc moi je serais vraiment sur cette analyse-là, parce que c'est souvent les modèles un peu opérants, vraiment très concrètement de terrain, entre cette qualification entre moyens et support. Voilà. Alors en ce qui me concerne, je me situerais, on va dire, dans une approche culturaliste au service, effectivement, d'une approche développementaliste. Ça veut dire que pour pouvoir faire en sorte que chacun de nos élèves puisse accéder à la culture contemporaine et que l'EPS prenne du sens, avec l'éducation physique d'aujourd'hui, je pense qu'on doit pouvoir effectivement rattacher nos pratiques à des activités sociales de référence. Mais pour cela, on doit pouvoir s'autoriser à les didactiser, parfois peut-être jusqu'à outrance, pour qu'effectivement elles rentrent dans le champ scolaire et qu'elles permettent vraiment à tous et toutes de pouvoir, que nous on permette à tous de vivre, on parlait de cette tranche de vie ou des émotions à vivre par ces activités issues du champ sportif et artistique. Donc je crois que toute la difficulté résidera effectivement à faire en sorte qu'on arrive à équilibrer notre éducation physique
pour qu'elles prennent vraiment du sens par rapport à la culture contemporaine d'aujourd'hui et de la diversité. Tu l'as dit tout à l'heure, tu as parlé du champ sportif, tu as aussi dit qu'on pouvait être sur le bien-être, sur le loisir, sur la compétition, sur d'autres choses. Et l'éducation physique doit pouvoir nous aider, nous en tant qu'enseignants, à répondre ou peut-être à susciter diverses motivations et à répondre à des aspirations pour chacune et chacun de nos élèves. C'est un peu comme les montantes descendantes, on finit toujours par les mêmes. Alors, moi, je suis quand même un pur produit de l'Académie de Créteil. Et donc, je crois qu'il est fondamental, à mon goût, que filles comme garçons puissent accéder à la culture des activités physiques et sportives. Alors, comment y parvenir, ça, c'est peut-être un autre débat, mais cet accès à la culture, c'est un élément de partage et d'acceptation de l'autre. Et c'est une réelle mise en débat entre des élèves qui ont a priori pas forcément les mêmes points de vue. En tout cas, à la fin de 8 années de scolarité, on pourrait être capable de considérer et de leur apprendre à considérer que dans la différence, on peut peut-être avoir un produit unique. Donc pour moi, c'est une question de droit pour tous à l'accès à la culture. Et l'éducation physique que l'on pourrait proposer, tant pour les filles que pour les garçons, c'est celle qui fait réussir. Alors réussir, c'est le contrat non négociable pour pouvoir sortir de l'école. C'était des propos qui ont quelques années, mais on savait comment on y rentrait, mais on ne se posait jamais la question de savoir comment on en sortait. La réponse, c'est on en sort au moins cultivé. Et puis ça nous permet de nous projeter sur le après. Et là, je me dis, si je pouvais retrouver autant de femmes et d'hommes dans les pratiques sportives sur le après, quel que soit l'objet de la pratique, que ce soit le bien-être, le loisir, le sport compétitif comme on veut, je pense que l'école et l'éducation physique auraient fait son travail. Merci. Alors, la deuxième question est un peu plus opérationnelle, mais ce sera ma dernière évidemment. Elle est un peu dans la ligne de l'échange qu'on vient d'avoir là. Il y a 10 ans donc, je faisais certaines hypothèses et elles sont retranscrites dans le premier compte-rendu du bistrot pédagogique qui est toujours dans les annales de la EPS, où je me posais la question, et je me la pose encore, à savoir si une des résolutions, c'était pas exclusif l'un de l'autre, une des résolutions des problèmes, c'était un traitement didactique intelligent, comme je pense on a eu la démonstration sur les propos de Véronique et de Pascal. Ma deuxième question, c'était de dire il faut réinterroger l'offre de formation. L'offre de formation qui n'est pas réductible à la programmation, mais qui, programmation, montre bien quand même pas mal de choses sur la formation que vous allez... Alors moi je me pose la question, c'est si cette question se pose toujours à l'heure actuelle. Parce que si j'ai bien vu, je reste toujours un petit peu attentif à ce qui se produit dans le monde de l'EPS, en particulier sur la Commission nationale d'évaluation au baccalauréat, que j'avais inaugurée en 2003 avec mon collègue et ami Alain Hébrard. Je me souviens, on était encore crayon papier à l'époque là. Si je regarde donc combien de temps, 16 ans après, il y a des bougées comme on dit. Il y a des choses qui arrivent un peu plus vite, il y a des choses qui disparaissent un peu. Mais je trouve qu'il n'y a pas véritablement de révolution. Il y a une évolution certes, mais il n'y a pas de révolution. Et la question que je me pose, c'est que est-ce que c'est pas un des comment dirais-je, une des ficelles à tirer en re-questionnant les programmations. Et je renvoie à une des diapos de Ludovic tout à l'heure sur les pourcentages de fréquentation dans les CP qui devraient être, je le dis, qui devraient être présentés autrement, multipliés par 3. Ça serait... Vous voyez par exemple la CP1 de mémoire, il était marqué 23%. En fait, c'est, puisque les élèves ont dans leur menu 3 APSA, c'est à multiplier par 3. Ça veut dire que 3 fois 2, 6, ça veut dire que 69% de vos élèves ont dans leur menu
une activité qui ressort de la CP1. Il y avait les 32% de la CP4. Ça a l'air anodin, ça. Mais ça veut dire que 96% de vos élèves ont une activité construisant la CP4 qui a été certifiée. Hein. Donc, et pour revenir à ma question, ça c'est le bout de l'iceberg, évidemment, mais est-ce qu'il n'y a pas des choses à faire et à interroger sur ces fameuses programmations, sur l'offre de formation en fait? Alors moi, je vais regarder un peu ce qui se passe en formation en STAPS, parce que la question que tu poses, Michel, elle se regarde aussi sur ce qui se propose pour nos STAPsiens. Et ben, j'ai le regret de te dire, mais vraiment, et puis je le pleure régulièrement, on a le cœur du problème, c'est athlé, gym, natation, sport co. Alors moi, j'ai fait l'UREPS, mais d'autres avant moi, et ben, j'ai l'impression de faire la même chose. Alors c'est une première question. Alors quand timidement on pousse un petit peu d'art du cirque, ou timidement on pousse un petit peu de muscu ou de step, c'est timidement. Hein. C'est éducation motricité, 3e année, un petit volo horaire, mais surtout, on ne bouge pas les 3 grandes activités de l'athlétisme, parce que les sauts, c'est pas pareil. Et puis, on ne bouge pas la natation, alors il y a peut-être du sens, et on ne bouge pas la gym, mais ça ne suffit pas, je pense, de dire ça. Après, si on va regarder le cœur de ce qui s'enseigne dans ces 10 moments de formation, ben moi, j'ai parfois l'impression que le modèle qu'on expose à nos étudiants dans le traitement des activités qui vont être ensuite enseignées est en plus un modèle qui a été peut-être le modèle par lequel nous-mêmes on a été formés. Et in fine, bah, c'est ce que vont recevoir nos élèves. Et malheureusement, peut-être que je suis pessimiste, hein, mais bon, c'est pas de ma nature, mais peut-être que oui. Et je crois que si on n'arrive pas à tenir un peu plus compte des particularités de nos publics, et cette année, enfin depuis Parcoursup, en tout cas chez nous à Paris 13, dans 93, on voit une entrée des filles. Donc ça fait plaisir. Avant, on avait 2, 3 filles par groupe de 35. Cette année, c'est mieux. Donc est-ce que ça va être déclencheur pour qu'on s'y prenne autrement? Ou est-ce qu'on récupère des filles très sportives et ça va renfermer encore le problème? Ça, c'est un peu trop tôt et je peux pas répondre. Je crois que par la certification, on a commencé à modifier depuis un petit moment maintenant la programmation des activités en imposant que par compétences propres, puis maintenant par champ d'apprentissage, on aille piocher dans des... Voilà, de 2 à 3, donc c'est pas effectivement énorme, on est bien d'accord. Je connais celui qui a eu l'idée. je le dis pas en on, on le dit en off alors. Donc par rapport à ça, je crois qu'effectivement... la question qu'on doit se poser, c'est on programme des activités, pourquoi? Est-ce qu'on programme des activités pour faire des élèves qui vont devenir des nageurs de haut niveau? Est-ce qu'on programme des activités pour devenir des handballeurs à haut niveau? Non, pas du tout. Qu'est-ce que l'activité, voire plus large que ça, qu'est-ce que le champ permet à donner comme émotion à vivre à nos élèves? Et je crois que là-dessus, il faut se poser la question, je le disais déjà tout à l'heure et j'y reviens, hein, d'une programmation équilibrée de notre offre de pratique. Pour qu'en quittant l'école obligatoire, voire à l'issue de la scolarité après le bac, ils aient tous pu vivre une vraie émotion, une vraie tranche de vie et de ce qu'il y avait à apprendre dans les activités qu'ils ont traversées. Alors malheureusement, la certification nous bloque aujourd'hui, ça c'est sûr, mais d'un autre côté, elle a quand même permis de rééquilibrer. Il y a un temps où effectivement les activités de sport collectif étaient programmées pour 55%, les activités telles que l'athlé, celles qu'on a maintenant dans le champ, étaient programmées pour 22%, donc ça voulait dire qu'on était à 77%, puis après il restait le reste pour les autres activités. Donc forcément, ça posait un réel problème. Donc le choix qui a été fait, effectivement, des compétences propres, il y a peut-être très longtemps aussi des domaines d'action qui sont les ancêtres de nos anciens champs d'apprentissage, pourrait peut-être permettre quelques perspectives. Moi je suis vraiment, je pense, culturaliste dans l'âme, donc parfois c'est difficile de le dire, mais il faut vraiment qu'on arrive à faire en sorte que les élèves touchent du doigt, vivent, ressentent ce qu'ils ont à vivre dans les activités qu'on leur propose. Bon, moi j'ai déjà en fait répondu en partie tout à l'heure de par mon exposé. Alors j'adhère totalement. Hein, la problématique par exemple de la formation initiale, c'est pour moi un vrai sujet. Enfin, quand on voit aussi les entrants et la culture ou pas,
qu'ils ont avec eux au moment où ils rentrent dans le cursus STAPS. Je ne sais plus, l'autre jour on disait même certains ne savent pas nager. Donc voilà, c'est quand même marquant. Je rejoins tout à fait ce que tu as dit. Et moi je voulais simplement ajouter, tout à l'heure je parlais de quelque chose d'équilibré. Et quand on conçoit justement le parcours de formation, il faut concevoir qu'on passe par les 5 champs d'apprentissage et si possible de manière équilibrée. Et peut-être que l'inflexion ou la révolution là, que j'attends, moi en tout cas, que j'ai évoqué un peu tout à l'heure à travers les nouveaux textes, c'est plutôt la réflexion que la profession va apporter sur les formes de pratique. Pourquoi ? Parce qu'on peut très bien rester sur des choses qu'on connaît tous. Hein. On peut reprendre la gym, on peut reprendre l'athlétisme, on peut reprendre la natation, les sports co. Mais on peut ajouter, prolonger la réflexion en se demandant quel gym, quelle natation, quel sport collectif, sur les formes de pratique, sur les aménagements, l'illustration que vous proposez tout à l'heure sur le 4x4 en handball, et pour moi en est une expression. C'est-à-dire que ça ne dénature pas la logique interne de l'activité. On est toujours dans une opposition individuelle. Mais en réfléchissant les choses de cette manière-là, ça peut être intéressant. Ce qui a été fait aussi par un de nos groupes ressources là, sur Versailles, au moment du socle commun, alors je vous invite à parcourir cette ressource qui est disponible sur notre site. Là, c'est l'EPS, discipline d'enseignement au service du socle commun. Et il y a toute une logique pour penser le parcours de formation qui a été proposé. Et là où c'est intéressant, c'est qu'on rentre d'abord par les objets qu'on défendait tout à l'heure, c'est-à-dire les registres de compétences, les éléments signifiants. Et au bout du bout, on se demande collectivement, et j'insiste, quelle est l'APSA qui peut être la plus intéressante, la plus pertinente par rapport au parcours de formation qu'on a co-conçu. Alors qu'évidemment, il y a, et moi je l'ai vécu comme ça dans mon début de carrière, le postulat de départ, c'était de se demander de quelles installations on disposait. Donc on va faire du hand parce que voilà, on a un type C, on va faire de l'athlétisme parce qu'on a une piste, et puis après on construisait derrière. Là, je trouve que ce schéma, il est en train de s'inverser, et depuis un petit moment quand même. Et l'étape suivante, c'est peut-être celle de cette réflexion sur les formes de pratique. Alors moi, ça m'évoque deux choses. Première chose, tu parlais de l'agrégation, je sais que c'était l'un des sujets, ça a été questionné à travers l'un des sujets de l'agrégation externe, quand il y avait cette citation d'Annick Davis qui commençait par « faut-il être sportive ?» et finalement de questionner les programmations, est-ce que rééquilibrer ne signerait pas le triste retour à l'éternel féminin avec la forme d'APSA, corps, santé qui colle aux filles. Alors ça pose cette question, et moi cette question ça m'amène à penser que, alors je reviens sur cette égalité sans condition, c'est Régine Sénat qui insiste sur les principes de justification. S'il faut rééquilibrer pour équilibrer le masculin et le féminin parce que les activités sportives collectives sont plus masculines et si les activités, c'est pas ce que personne n'a dit, mais et que les activités corps santé sont juste plus féminines, finalement on fait que perpétuer une réflexion binaire au sport les garçons, puis aux activités dansées les filles. Deuxième chose, pour avoir eu le plaisir d'écouter Cathy Patinet présenter ces réflexions dans l'activité cirque, en fait finalement quelle que soit l'activité, on va se retrouver au début de l'activité avec probablement les filles d'un côté ou les garçons de l'autre. On est en danse ou en activité cirque, certains vont rentrer par le pôle l'exploit, d'autres par l'action de la maîtrise. Donc là aussi, ça m'amène à déplacer, ce sera mon ouverture. Au-delà des programmations, c'est un élément parmi d'autres. Et ce qui me semble vraiment important, c'est de prendre en compte cette question, mais de manière articulée avec d'autres éléments. J'ai bien aimé dans votre présentation sur l'articulation des démarches avec aide ou sans aide. Mais on parvient un moment à l'égalité si déjà on permet à tous les élèves de rentrer sur le terrain, quel qu'il soit. Quand on rentre sur le terrain,
Si chacun étant retenu comme semblable, chacun a la possibilité de changer les règles du jeu, avec aide ou sans aide, en trouvant la démarche ou en étant aidé sur la démarche. Donc en fait, voilà, la question de l'ouverture sur l'articulation puisque le problème est complexe,